Pourquoi certaines personnes réussissent encore et encore, alors que d'autres abandonnent dès le premier obstacle? Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni même l'intelligence. C'est une attitude mentale précise, souvent invisible, mais incroyablement puissante. Une façon de penser qui transforme les échecs en carburant et les difficultés en tremplin. Aujourd'hui, je vais vous révéler cette attitude mentale qui garantit le succès sur le long terme. Pas un succès éphémère, mais durable, solide, inarrêtable. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point est celui qui change tout. Leçon 1. Le succès est un jeu de long terme. La quête de l'excellence et de l'accomplissement personnel est souvent mal comprise dans notre société contemporaine, laquelle est obsédée par la gratification instantanée et les raccourcis technologiques. Nous vivons dans une ère où le bouton « j'aime » et la livraison en 24 heures ont conditionné notre cerveau à attendre des résultats immédiats pour chaque action entreprise. Pourtant, le véritable succès est celui qui s'inscrit dans la durée et qui transforme radicalement une existence, ne répond pas à cette logique de l'instant. Il s'apparente davantage à une partie d'échec monumentale ou à la croissance d'un chêne centenaire. Il exige une vision qui dépasse l'horizon visible. Les individus qui marquent leur époque ou qui atteignent une maîtrise exceptionnelle dans leur domaine ne se demandent pas ce qu'ils obtiendront d'ici la fin de la semaine, mais plutôt où ils en seront dans 10 ou 20 ans. Cette perspective temporelle élargie change tout le rapport à l'effort. Elle transforme la frustration du présent en une patience stratégique, car l'on comprend que les fondations les plus solides sont celles que l'on laisse sécher avant de construire l'étage suivant. Penser en années plutôt qu'en jours permet de filtrer le bruit ambiant et les distractions éphémères qui polluent souvent notre quotidien. Lorsque l'on adopte cette vision à long terme, les petites contrariétés de la journée perdent de leur pouvoir de nuisance. On réalise que l'important n'est pas de gagner chaque bataille, mais de rester engagé dans la guerre que l'on mène pour ses rêves. C'est ici que réside la distinction fondamentale entre l'amateur et le professionnel. L'amateur cherche un résultat pour valider son effort, tandis que le professionnel comprend que l'effort est son propre résultat en devenir. Chaque séance d'entraînement, chaque page écrite, chaque ligne de code produite est un investissement dont les intérêts se cumulent de manière exponentielle. Le principe des intérêts composés ne s'applique pas seulement à la finance, il s'applique à la compétence et à la réputation. Au début, les progrès sont invisibles à l'œil nu, ce qui pousse la majorité des gens à abandonner. Mais pour celui qui joue le jeu du long terme, cette phase d'invisibilité est simplement le moment où les racines s'enfoncent profondément dans le sol pour soutenir la future croissance. Cette approche nécessite une force mentale considérable, car elle implique de travailler dans l'ombre, souvent sans aucune reconnaissance extérieure pendant des périodes prolongées. Le succès durable se construit justement dans ces moments de solitude où personne n'applaudit, où les projecteurs sont éteints et où le doute pourrait facilement s'installer. C'est dans le silence de ces années de préparation que se forge le caractère. Les personnes qui réussissent durablement ont appris à trouver une satisfaction intrinsèque dans le processus lui-même plutôt que dans les lauriers. Elles savent que la précocité est souvent l'ennemi de la pérennité. En refusant de brûler les étapes, elles s'assurent que leur succès ne sera pas un feu de paille, mais une flamme constante qui continuera de briller bien après que les opportunistes auront déserté le terrain. La vision long terme est en fin de compte une forme de liberté. Elle nous libère de la tyrannie du présent et nous permet de construire un héritage qui nous survivra. Leçon 2. L'échec n'est pas un ennemi. Dans l'imaginaire collectif, l'échec est souvent perçu comme un mur, une fin de non-recevoir ou une marque d'infériorité qui devrait nous pousser à la retraite. Pourtant, pour quiconque a atteint un niveau de maîtrise élevé, l'échec est un outil pédagogique d'une précision chirurgicale. Il ne s'agit pas d'un ennemi à fuir, mais d'un partenaire indispensable dans le processus de navigation vers la réussite. Sans échec, il n'y a pas de feedback réel. Sans feedback, il n'y a pas d'ajustement possible.
L'attitude gagnante ne consiste pas à éviter les erreurs, mais à les embrasser comme des données précieuses. Imaginez un scientifique menant une expérience. Si le résultat n'est pas celui attendu, il ne se lamente pas sur son incompétence, il note simplement que cette variable ne fonctionne pas. C'est cette neutralité émotionnelle face à l'erreur qui permet aux grands accomplisseurs de transformer chaque revers en une rampe de lancement. Ils ne voient pas l'échec comme une condamnation de leur identité, mais comme un diagnostic de leur méthode. Chaque erreur commise apporte une leçon que le succès n'aurait jamais pu enseigner. Le succès a tendance à nous rendre complaisants et à nous conforter dans nos certitudes, tandis que l'échec nous force à une introspection brutale mais nécessaire. C'est dans les décombres d'un projet qui s'écroule que l'on trouve les matériaux les plus solides pour le suivant. Ceux qui réussissent ont intégré une habitude mentale systématique. Face à chaque obstacle, ils posent la question sacrée. Qu'est-ce que cela m'apprend ? Cette simple interrogation change radicalement la chimie du cerveau. Au lieu de subir le stress de la perte, l'esprit se met en mode résolution de problèmes. On passe du statut de victime des circonstances à celui d'élève de l'expérience. Cette capacité à extraire de la sagesse du chaos est ce qui permet de revenir non seulement plus fort, mais surtout plus intelligent. L'échec devient alors une sorte de filtre naturel qui élimine ceux qui ne sont pas assez engagés, laissant le champ libre à ceux qui ont l'humilité d'apprendre de leurs faux pas. Il est crucial de comprendre que la peur de l'échec est souvent plus handicapante que l'échec lui-même. C'est cette peur qui paralyse l'action et empêche l'innovation. En redéfinissant notre relation avec l'erreur, nous brisons les chaînes de l'immobilisme. Les plus grandes réussites de l'histoire sont systématiquement précédées d'une série de désastres apparents. Ce que le public voit comme un triomphe soudain est presque toujours le résultat de milliers de corrections de trajectoire effectuées dans la douleur et l'incertitude. En avançant avec cette conviction que l'échec est un professeur, on développe une résilience à toute épreuve. On ne craint plus de se tromper, car on sait que chaque erreur réduit le nombre de mauvaises options et nous rapproche inévitablement de la solution. C'est une progression par élimination. En fin de compte, la seule véritable défaite est l'abandon. Tout le reste n'est que de l'information, une étape nécessaire sur le chemin de la grandeur. Leçon 3. La discipline bat la motivation. La motivation est souvent célébrée comme l'étincelle divine qui pousse les êtres humains à accomplir des miracles, mais la réalité est bien plus nuancée et moins romantique. La motivation est, par essence, un état émotionnel, et comme toutes les émotions, elle est par nature fluctuante, instable et capricieuse. Elle dépend de facteurs aussi triviaux que la qualité de notre sommeil, le temps qu'il fait ou ce que nous avons mangé au petit déjeuner. Compter uniquement sur elle pour accomplir ses objectifs revient à vouloir construire une maison sur des sables mouvants. Les personnes qui réalisent des performances exceptionnelles savent que la motivation est un bonus agréable quand elle est là, mais qu'elle est totalement inutile comme fondation. Pour bâtir quelque chose de solide, il faut une structure qui ne dépend pas de l'humeur du jour. C'est là qu'intervient la discipline. La discipline est la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand, et surtout quand, l'envie n'y est pas du tout. La discipline est fiable car elle repose sur le système et l'habitude plutôt que sur l'inspiration. Là où la motivation attend un signal émotionnel pour démarrer, la discipline suit un calendrier préétabli. C'est le respect sacré des engagements que l'on a pris envers soi-même dans ces moments de clarté. Les jours difficiles sont les véritables tests de la discipline. C'est quand il pleut, que l'on est fatigué ou que l'on doute de ses capacités que la discipline prend tout son sens. En agissant malgré le manque d'envie, on renforce un muscle mental vital, celui de la volonté. Chaque fois que vous honorez votre planning, alors que votre esprit cherche des excuses pour procrastiner, vous gagnez une victoire sur votre nature inférieure. C'est cette accumulation de petites victoires quotidiennes, invisibles pour le monde extérieur, qui finit par créer une différence abyssale entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. La répétition mécanique de l'effort, indépendamment de l'état d'âme, est le moteur secret de la réussite. Il y a une forme de liberté paradoxale dans la discipline.
On pourrait croire qu'être discipliné revient à s'emprisonner dans des règles rigides, mais c'est tout le contraire. La discipline vous libère de l'indécision et de la culpabilité. Elle élimine la fatigue décisionnelle. Vous ne vous demandez plus si vous allez travailler, vous travaillez parce que c'est ce que vous faites. En automatisant les comportements constructifs, la discipline libère votre espace mental pour la créativité et la stratégie de haut niveau. Elle transforme les intentions vagues en résultats concrets. La motivation peut vous faire commencer, mais c'est la discipline qui vous fait franchir la ligne d'arrivée. À long terme, la constance bat l'intensité. Un effort modéré, mais quotidien, produira toujours plus de résultats qu'une explosion d'énergie suivie d'une période d'épuisement. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement, un pont que l'on construit pierre après pierre, jour après jour, sans jamais se soucier de savoir si l'on est inspiré pour le faire. Leçon 4. La responsabilité totale. Le concept de responsabilité totale est sans doute le principe le plus radical et le plus transformateur qu'un individu puisse adopter. Il s'agit de refuser catégoriquement de blâmer les circonstances extérieures, l'économie, la politique, l'éducation ou la chance pour l'état actuel de sa vie. Adopter la responsabilité totale, c'est comprendre que même si nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, nous contrôlons à 100% la manière dont nous y répondons. C'est la fin des excuses et le début de la souveraineté. La plupart des gens passent une énergie monumentale à chercher des coupables pour justifier leur stagnation. Ils se plaignent de leur patron, de leur manque de temps ou de leur génétique. En agissant ainsi, ils abandonnent inconsciemment leur pouvoir d'action à ces facteurs externes. Dire « c'est la faute de X » revient à dire « je ne peux rien changer tant que X ne change pas ». C'est une prison mentale volontaire qui garantit l'impuissance. À l'inverse, l'affirmation « c'est à moi de jouer » est le cri de ralliement de ceux qui reprennent les rênes de leur destin. Cette posture ne signifie pas que vous êtes responsable de chaque catastrophe naturelle ou crise mondiale, mais que vous vous considérez comme le seul responsable de votre réaction et de votre prochaine étape. Cette approche donne un pouvoir immense. Si vous êtes la cause de vos problèmes, vous êtes également la solution. Cette prise de conscience peut être effrayante au début, car elle enlève le confort de la victimisation, mais elle est le seul chemin vers la véritable autonomie. Quand vous assumez la responsabilité totale de votre santé, de vos finances et de vos relations, vous commencez à voir des opportunités là où les autres voient des impasses. Vous ne demandez plus la permission d'avancer. Vous créez votre propre chemin. Le contrôle de vos actions devient le levier qui déplace le monde, car vous n'attendez plus que les conditions soient parfaites pour agir. La responsabilité totale transforme également notre rapport aux autres. On cesse d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver ou nous donner une opportunité sur un plateau d'argent. On devient son propre sauveur. Cela crée une éthique de travail irréprochable et une intégrité profonde. Si les choses ne fonctionnent pas, on ne regarde pas autour de soi pour pointer du doigt. On regarde dans le miroir pour demander « Comment puis-je m'améliorer ? Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Cette honnêteté brutale envers soi-même est le terreau de la croissance accélérée. En prenant la responsabilité de tout, on élimine le ressentiment, car on comprend que notre avenir est le produit direct de nos choix présents. C'est une philosophie d'action pure qui balaye les plaintes stériles. En fin de compte, la qualité de votre vie sera proportionnelle au degré de responsabilité que vous accepterez de porter. En contrôlant vos actions avec une discipline de fer et une vision claire, vous ne subissez plus votre avenir, vous le sculptez consciemment. Leçon 5. L'identité avant les résultats. La majorité des gens abordent le changement personnel à l'envers. Ils se concentrent sur ce qu'ils veulent obtenir plutôt que sur ce qu'ils veulent devenir. Ils se disent « si j'ai beaucoup d'argent, je serai quelqu'un de prospère » ou « si je perds 10 kilos, je serai un athlète ». C'est une erreur de perspective fondamentale qui mène souvent à l'échec ou à l'effet yo-yo. Le secret des gagnants réside dans l'inversion de ce processus. Ils commencent par l'identité. Ils ne cherchent pas à obtenir des résultats pour prouver qui ils sont. Ils agissent d'une certaine manière parce qu'ils savent qui ils sont déjà.
L'identité est le thermostat interne qui régule toutes nos actions. Si vous vous considérez comme un fumeur qui essaie d'arrêter, vous luttez contre vous-même à chaque instant. Si vous vous considérez comme un non-fumeur, la question ne se pose même plus. Le changement de croyance sur soi-même est le levier le plus puissant pour modifier durablement un comportement. Affirmer « je suis le genre de personne qui n'abandonne pas » est bien plus qu'une simple phrase d'autosuggestion. C'est un engagement ontologique. Cela signifie que l'effort n'est plus une option négociable, mais une extension naturelle de votre être. Lorsque votre identité est alignée avec vos objectifs, la discipline cesse d'être une corvée pour devenir une expression de votre moi authentique. Les gagnants construisent cette identité à travers de petites preuves quotidiennes. Chaque fois que vous faites ce que vous avez dit que vous feriez, vous votez pour le type de personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas le résultat final qui compte au début, c'est la répétition de l'acte qui valide la nouvelle identité. Plus vous accumulez de preuves, plus votre conviction se renforce. Cette structure mentale est ce qui permet de traverser les déserts de résultats sans perdre son élan. On ne travaille pas pour avoir, on travaille pour être. Et paradoxalement, c'est en se concentrant sur l'être que l'on finit par avoir tout ce que l'on désirait. Agir selon l'identité que l'on veut construire crée une congruence interne qui élimine les conflits psychologiques. Les résultats ne sont alors que les sous-produits inévitables d'un système de pensée et d'action cohérent. Si vous agissez chaque jour comme le ferait un écrivain, un entrepreneur à succès ou un athlète de haut niveau, le monde n'aura d'autre choix que de vous donner les résultats correspondant à ces identités. C'est une loi de la nature. Les fruits dépendent des racines. En soignant l'identité, les racines, vous garantissez la qualité des résultats, les fruits. Cette approche enlève la pression du résultat immédiat, car vous avez déjà gagné le combat le plus important, celui de la définition de soi. Les personnes qui réussissent vraiment ne sont pas celles qui ont eu de la chance, mais celles qui ont refusé de se laisser définir par leurs circonstances passées pour se définir par leurs aspirations futures. En changeant le récit que vous vous racontez sur vous-même, vous changez la trajectoire de votre existence entière. Le succès à long terme n'est pas un secret réservé à quelques élus, c'est un choix quotidien, un choix d'attitude. Adoptez cette mentalité, engagez-vous envers votre croissance et peu importe la vitesse, tant que vous n'arrêtez pas. Souvenez-vous, ceux qui gagnent à la fin sont simplement ceux qui ont refusé d'abandonner.